C'est l'heure de votre journal en version française. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. On commence tout de suite par les actualités politiques. La famille Ravatmang est sortie de son silence ce jour après la décision du pôle anticorruption de nommer un administrateur provisoire à la tête du groupe Sodiat. Dans une lettre ouverte rendue publique, elle affirme que cette nomination a été effectuée sans accord ni consentement des propriétaires du groupe. Elle dénonce également des actes d'intimidation et de pression alors qu'aucune décision judiciaire définitive n'a encore été rendue dans l'affaire impliquant le fondateur du groupe. Reportage. Le groupe Sodiat est une entreprise privée créée grâce à des investissements privés, développée par des entrepreneurs privés et financée par des capitaux privés. Pourtant, aujourd'hui, c'est la justice qui a désigné un administrateur provisoire pour assurer sa gestion. Dans une lettre ouverte diffusée sur les réseaux sociaux, la famille Ravatmang affirme qu'aucune consultation préalable n'a été menée et qu'aucun accord n'a été conclu entre l'État et les propriétaires des sociétés concernées. Aucun protocole n'a été signé, aucun accord n'a été conclu, aucun transfert volontaire de gestion n'a été effectué. Aucun document ne prouve que les propriétaires ont accepté de renoncer à leurs droits. En termes simples, des entreprises privées ont été placées sous contrôle extérieur sans le consentement de leurs propriétaires. Cette situation dépasse largement le seul dossier Sodiat. Si un propriétaire peut être écarté de la gestion de son entreprise sans avoir été entendu ni consulté, quelle garantie reste-t-il aux autres entrepreneurs du pays? Quelle protection demeure pour les investisseurs souhaitant engager leurs capitaux à Madagascar? La famille souligne également qu'aucun jugement définitif n'a encore été prononcé dans le dossier visant les dirigeants du groupe. Malgré cela, elle estime que Sodiat et ses employés subissent déjà de lourdes conséquences. Selon la lettre, plusieurs véhicules du groupe, ainsi que des avions et des hélicoptères, seraient actuellement utilisés par l'État. Certains biens feraient même l'objet de ventes, alors que les mesures de saisie devraient, selon elle, avoir uniquement un caractère conservatoire et de protection. Pendant plusieurs mois, le groupe Sodiat a choisi le silence par respect pour les institutions de la République et l'autorité judiciaire. Il est resté silencieux malgré les perquisitions répétées, les pressions dénoncées par certains de ses collaborateurs, les violences rapportées par des employés, l'incarcération de dirigeants et la saisie de ses biens. Aujourd'hui, ce silence ne peut plus être interprété comme une résignation ou un acquiescement. Nous affirmons que des collaborateurs du groupe Sodiat ont été victimes d'intimidation, de menaces et de traitements contraires au respect de la dignité humaine. Nous rappelons également que le groupe Sodiat n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune condamnation définitive. La déclaration s'achève par un appel adressé à l'ensemble des forces vives de la nation afin de rester vigilantes quant à la préservation de l'état de droit et de la confiance indispensable au développement économique du pays. Pour rappel, le PAC a nommé hier Serge Jovial Imbé comme administrateur provisoire du groupe Sodiat, un conglomérat regroupant une trentaine d'entreprises. Et les forces de l'ordre se sont rendues ce jour au domicile de l'ancien sénateur Silva Rabetsaroun, situé à Ivanj. Cette descente avait pour objectif de procéder à la vérification de véhicules placés sous saisie conservatoire depuis le mois de mars et qui ne peuvent donc pas être utilisés. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de l'enquête visant l'ancien parlementaire détenu à la prison de Tiafa depuis le 24 mars dernier. Il est poursuivi dans une affaire portant notamment sur des accusations de troubles à l'ordre public et de tentatives de déstabilisation des institutions. Pour rappel, une perquisition avait déjà été menée à son domicile le 23 mars.
Plusieurs de ces biens avaient alors été saisis dans le cadre de la procédure judiciaire en cours. Lors de cette nouvelle intervention, les forces de l'ordre ont procédé à la vérification des documents administratifs des véhicules concernés selon les informations recueillies sur place. Dans le volet social à peine installé, les batteries des lampadaires solaires longeant la digue d'Abouchmanzak sont déjà la cible de voleurs. 2 individus ont été surpris en flagrant délit de vol de ces équipements hier. Face à cette situation, les Foukoutane annoncent vouloir renforcer la surveillance. Antoniana Martina, Yves Janel. En cette fin de matinée, des techniciens d'une entreprise privée poursuivent l'installation des lampadaires destinés à éclairer la route d'Abouchmanzak la nuit. Il s'agit d'un système fonctionnant à l'énergie solaire. À proximité, ces 2 agents assurent la surveillance des installations et notamment des batteries qui alimentent les lampadaires. Ces batteries sont devenues la cible d'individus mal intentionnés ces derniers jours. Plusieurs d'entre elles auraient déjà été dérobées alors que les lampadaires n'ont été installés que depuis moins d'1 semaine. Pour les habitants et les responsables des Foukoutane concernés, ces lampadaires représentent une amélioration importante dans leur cadre de vie. C'est notamment le cas du Foukoutane Zaïvoula à Nousbé, dans le 6e arrondissement, où les autorités locales affirment vouloir prendre des mesures pour préserver ces équipements. Au-delà de l'éclairage qu'ils apportent, ces lampadaires contribuent également au renforcement de la sécurité dans les quartiers et le long des axes routiers. Cependant, le phénomène ne touche pas uniquement la route d'Abouchmanzak. D'autres infrastructures similaires installées sur de nouvelles voies, notamment à Nouspajan et à Ndoutapenak, ont également subi des actes de vandalisme et de vol. Dans certains endroits, il ne reste plus que les poteaux, les équipements ayant disparu au fil du temps. Et les prix des carburants affichés dans les stations-service demeurent inchangés jusqu'à ce jour. Depuis le début de l'année 2025, les ajustements tarifaires étaient effectués le 5 de chaque mois. Ainsi, le litre de gasoil reste fixé à 4 860 arrières, celui de l'essence à 5 100 arrières et celui du pétrole lampant à 3 710 arrières. Pour rappel, le gouvernement a suspendu l'application du mécanisme d'ajustement automatique des prix des carburants depuis le mois d'avril. À cette occasion, les autorités avaient indiqué que l'État fixerait désormais le prix maximal des produits pétroliers. Malgré les essors des téléphones et des nouvelles technologies, enseignants et acteurs dans la promotion du livre continuent de défendre la lecture. Source de connaissances et d'ouverture d'esprit, le livre contribue au développement intellectuel et à la réduction de l'ignorance. Pour les spécialistes, l'apprentissage de la lecture commence dès la grande section de la maternelle, une étape déterminante pour l'avenir de l'enfant. Détails sur les images de Yves Janel. Ces enfants, âgés de 5 à 6 ans, sont en grande section dans une école de la capitale. Chaque matin, avant le début des cours, ils lisent le manuel « Je sais lire ». L'après-midi, ils découvrent lire un album, un ouvrage regroupant plusieurs contes et histoires adaptés à leur âge. Apprendre à lire à des jeunes enfants n'est pas une tâche facile. Les enseignants doivent suivre plusieurs étapes afin de développer progressivement la reconnaissance des lettres, des sons, puis des mots et des phrases. Les parents ont également un rôle essentiel à jouer dans l'apprentissage de la lecture. Malgré la place grandissante occupée par les téléphones portables, les jeux vidéo et les autres outils numériques, la lecture demeure indispensable au développement de l'enfant. Par ailleurs, de nombreux passionnés du livre s'efforcent de raviver le goût de la lecture auprès des jeunes. Ateliers, clubs de lecture et rencontres autour des livres sont régulièrement organisés afin de créer un lien entre les nouvelles générations et l'univers de la lecture. Malgré les défis actuels, ces acteurs restent confiants quant à l'avenir du livre. Selon eux, la lecture doit simplement s'adapter aux réalités d'aujourd'hui
et être présenté de manière plus attractive afin de continuer à séduire les jeunes lecteurs. Et dans le cadre de la promotion de la lecture, une randonnée littéraire suivie de lecture de poèmes sera organisée afin de faire revivre l'histoire et l'héritage de Jean-Joseph Rabearvelou. L'événement se déroulera en 2 temps, une première partie dans la matinée à travers plusieurs sites de Limirne, puis une seconde dans l'après-midi à Ambatfoot, lieu où se repose à jamais l'écrivain. Combien coûte l'édition d'un livre? C'est la question à laquelle nous nous intéressons dans ce reportage. Pour les éditeurs, le coût de production de 1000 exemplaires peut varier entre 15 millions à 100 millions d'ariars selon le type d'ouvrage. Faute d'infrastructures adaptées sur le territoire national, la plupart des livres sont encore édités à l'étranger, notamment en Chine. Reportage sur les images de Yves Janel. L'impression de 1000 exemplaires d'un livre en Chine coûte en moyenne entre 1000 € et 7100 €, soit entre 5 millions et 35,5 millions d'ariars selon le format, les matériaux utilisés et la qualité recherchée. Mais les dépenses ne se limitent pas à l'impression. Pour les éditeurs de livres, il faut également prendre en compte les rémunérations de l'ensemble de l'équipe mobilisée, auteurs, illustrateurs, musiciens et chanteurs, dans le cas des livres sonores, ainsi que les ambassadeurs chargés de promouvoir les ouvrages. Au total, l'investissement peut atteindre jusqu'à 20 000 €, soit près de 100 millions d'ariars. Les ouvrages sont ensuite distribués à travers un réseau de 12 points de vente répartis dans le pays. Les prix de vente varient entre 60 000 et 105 000 ariars selon les collections. Cet éditeur a fait le choix de se spécialiser dans les livres destinés aux enfants âgés de 3 mois à 12 ans, publiés en malagasy, en français et en anglais. Le mois de décembre représente le pic des ventes pour les livres destinés aux enfants. À cette période, un seul distributeur peut générer jusqu'à 10 millions d'ariars de chiffre d'affaires pour cette maison d'édition. Malgré cet engouement saisonnier, les professionnels du secteur estiment que l'édition ne peut pas encore se développer seule à Madagascar. La rentabilité demeure limitée et plusieurs contraintes persistent, notamment l'absence d'infrastructures d'impression adaptées ainsi que les longs détails d'acheminement des ouvrages qui peuvent atteindre jusqu'à 3 mois avant leur arrivée dans le pays. Et selon les prévisions météorologiques de juin à août 2026, la saison hivernale devrait être moins froide que d'habitude sur la majeure partie de Madagascar. Les températures matinales resteront élevées, ce qui donnera une sensation de chaleur plus agréable que la normale pour la saison. Les températures ont baissé dans de nombreuses régions de l'île, notamment dans les hautes terres, surtout le matin et le soir. Sur la côte, le climat reste relativement doux, même si le froid commence à se faire sentir. Les précipitations restent globalement stables. Le service météorologique indique que la côte est, habituellement arrosée en hiver, pourrait connaître une évolution. Malgré ces prévisions, il est toujours conseillé à chacun d'emporter des vêtements chauds pour se protéger des maladies. Voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé une rencontre directe à son homologue russe dans une lettre à Vladimir Poutine, alors que celui-ci venait de reconnaître que la Russie devait renforcer ses défenses antiaériennes après une série de frappes. France 24. De nouveau, la nuit et la matinée ont été meurtrières en Ukraine. Des attaques de drones russes ont visé plusieurs régions du pays, comme ici à Zaporizhia, mais aussi à Odessa et dans les alentours de Kiev, où des zones résidentielles et une usine ont été frappées. Des bombardements qui interviennent au lendemain de la lettre ouverte du président ukrainien à son homologue russe Vladimir Poutine. Jeudi, Volodymyr Zelensky a demandé des discussions directes entre Russie et Ukraine. L'Ukraine propose de mettre fin à cette guerre via un engagement direct entre vous et nous. Je propose une rencontre. Le président ukrainien se dit prêt à respecter une trêve complète le temps de ces négociations auxquelles l'Europe et les États-Unis doivent participer selon lui. Zelensky suggère que ces pourparlers se déroulent en Suisse, en Turquie ou dans le monde arabe. Hors de question en revanche pour lui de se rendre en Russie malgré l'invitation du porte-parole du Kremlin.
Zelensky peut venir à tout moment à Moscou. Avant la publication de la lettre de Zelensky, Vladimir Poutine n'avait pas écarté la voie diplomatique, reprenant la même rhétorique de ces derniers mois. Nous sommes tout à fait prêts et disposés à trouver un accord avec l'Ukraine, par des moyens pacifiques, sur la base de ce dont nous avons discuté lors de notre rencontre en août dernier avec le président Trump à Anchorage. Une manière pour Vladimir Poutine de réaffirmer sa volonté de déloger les forces ukrainiennes de la région de Donetsk. Depuis l'invasion russe en 2022, l'Ukraine refuse catégoriquement toute concession territoriale qu'elle assimile à une capitulation. Les efforts de négociation sous médiation américaine sont au point mort, mais jeudi soir, la Chambre des représentants a approuvé une résolution prévoyant une aide militaire à l'Ukraine et de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie. Et en Somalie, les forces gouvernementales et l'opposition se sont affrontées lors de combats la nuit dernière. Des nuages de fumée ont été aperçus dans la capitale somalienne, Mogadiscio, aggravant la crise politique que subit déjà le pays. France 24. Les rues de Mogadiscio désertées, alors que des combats ont eu lieu dans la nuit et jusqu'à ce matin. Par endroits, des militaires et des véhicules armés sont présents dans la capitale. Les forces gouvernementales et l'opposition se sont affrontées lors de combats armés. Une situation qui accentue la crise politique dans le pays. L'objet de cette crise, une réforme constitutionnelle adoptée en mars dernier qui instaure l'élection au suffrage universel des parlementaires et allonge le mandat présidentiel d'1 an. Les partisans du président Hassan Sheikh Mohamud, dont le mandat est terminé, estiment que sa mission de président est automatiquement prolongée d'1 an, alors même que l'élection présidentielle était programmée cette année. L'opposition accuse le camp présidentiel de vouloir s'accrocher au pouvoir. Avec les combats de ces dernières heures, le pays plonge dans la violence. Sur les réseaux sociaux, l'ex-premier ministre réagit et accuse le président de l'avoir ciblé dans les attaques. Hassan Sheikh Mohamud a ordonné une offensive militaire soutenue et aveugle dont l'objectif apparent était de nous tuer. Moi-même, l'ancien président Sheikh Sharif Sheikh Ahmed et d'autres dirigeants politiques à Mogadiscio. L'examen de la réforme constitutionnelle avait déjà provoqué des échauffourées au Parlement en janvier dernier. Selon le gouvernement, la Somalie est désormais dans une période de transition, sans que l'on sache quand se tiendront les prochains scrutins. Pour terminer, les tensions autour de la présence d'étrangers en situation irrégulière continuent d'alimenter des violences dans certaines régions d'Afrique du Sud. Le Mozambique affirme qu'au moins 5 de ses ressortissants ont été tués dans ce qu'il qualifie d'attaques xénophobes liées aux troubles survenus dans la ville côtière de Mossel Bay. France 24. Portant sur le dos les quelques affaires qu'ils ont réussi à sauver. Ces migrants rejoignent des centres d'hébergement temporaires. Nombre d'entre eux ont fui après avoir été la cible d'actes de violence dans la ville côtière de Mossel Bay, où des manifestations contre les étrangers en situation irrégulière ont dégénéré. Des dizaines d'habitations ont été détruites, contraignant des familles à trouver refuge dans des centres communautaires et des mosquées. On nous a tout simplement chassés. Ils ne nous ont même pas demandé si nous avions des papiers ou non. Ils nous ont juste chassés comme des chiens. C'est injuste parce qu'en fait, je suis un être humain. Le Mozambique déplore le décès d'au moins 5 de ses ressortissants dans des attaques xénophobes. De leur côté, les autorités sud-africaines ont confirmé jusqu'à présent la mort de 2 citoyens mozambicains et indiquent que les enquêtes se poursuivent. Ces violences surviennent dans un contexte de montée de sentiments anti-immigrés. Certains groupes exigent que les étrangers en situation irrégulière quittent le pays avant la fin du mois de juin. De nombreuses personnes déplacées affirment désormais préférer rentrer dans leur pays d'origine plutôt que de continuer à vivre dans la peur. Il y a des Somaliens, des Malawis, des Zimbabwéens, des Zambiens, des Congolais. Beaucoup d'entre eux ont peur, d'autres sont toujours là et vivent sur place, mais ils restent enfermés chez eux. Le Ghana a organisé des vols de rapatriement d'urgence pour ses citoyens, avertissant que les autorités n'en faisaient pas assez pour freiner la menace. Accusation rejetée par Pretoria, qui estime que les pays africains devraient s'attaquer à l'instabilité, à la pauvreté et aux problèmes de gouvernance qui poussent les populations à quitter leur pays d'origine.
Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci d'être resté jusqu'à son terme. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Passez un excellent vendredi à tous.